Il est psychanalyste et écrivain. J'ai le plaisir de recevoir à cette escale de Jeanne Philippe Bourré, qui est aussi sculpteur et dessinateur. Philippe Bourré, bonjour. Bonjour, Jeanne Orient. Vous savez beaucoup des autres, de par votre métier de psychanalyste. Que savez-vous de vous, Philippe Bourré? Je sais à l'instant même que je suis heureux d'être ici. Et je sais que je suis curieux. oui. Que j'ai gardé de mon enfance une curiosité qui était présente aussi loin que je me souvienne. Et j'en suis très heureux d'avoir gardé cette curiosité parce que c'est grâce à cette curiosité-là que je commence chaque jour comme un jour nouveau, ouvert à la surprise, à la découverte et à ce qui va me venir du monde, à la fois du monde matériel et à la fois du monde humain, de la parole des autres, de leur silence, de leur présence ou de leur absence, du côté de la joie ou du côté parfois de la tristesse. Oui. Parce que la curiosité embrasse, si je puis dire, tous les affects et les reçoit et les accueille. J'ai lu de vous un livre qui s'appelle « Cet enfant sans mots qui te commence ». C'est un dialogue avec Claudine Bowie. Votre enfance, Philippe, on peut en dire quelques mots? Cet enfant sans mots qui te commence, c'est une parole de Claudine Bowie que j'ai saisie Oui. et extraite de son discours et je lui ai proposé d'en faire le titre. Et oui, cet enfant sans mots qui attend la rencontre. Alors mon enfance, que puis-je en dire? Si je veux faire le lien avec l'art, je dirais que ça a commencé à 4 ans et demi. Donc j'avais à peine les mots. Je venais d'entrer dans le langage de l'autre, la première rencontre de la vie. Je débarquais dans ce bain de langage, dans ce bouillon de culture langagière. Et à 4 ans et demi, je commençais à parler, je parlais. Je faisais usage de ce langage qui m'avait été offert. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré, je ne dirais pas la question de l'art, mais la question de la découverte La curiosité de l'autre. De la matière. Oui. Parce qu'à 4 ans et demi, mon père m'a mis devant les yeux et sur un tas, ce qu'on appelle un tas de sable, un bloc de calcaire. Il m'a mis dans la main 2-3 burins qu'il avait fait forger par un de ses amis. Mon père était ébéniste, était ouvrier. Il avait un atelier où il bricolait, dit-il, d'où peut-être mais bricoler l'instant, ce mot qui est... Bricoler est un mot que j'aime beaucoup. Il m'a donné 2-3 burins qu'il avait fait forger par un de ses amis à la taille de ma main, une massette dont le poids correspondait à ma petite taille, à ma petite force d'enfant de 4 ans et demi, et il m'a dit « Vas-y, l'objet est dedans ». Et voilà, et j'ai commencé à taper et à me faire très mal sur les doigts, à me blesser. Mais la curiosité, ce mot, l'objet est dedans, Vous le cherchiez? a avivé ma curiosité au point que la douleur était beaucoup moins puissante que la curiosité qui était là. Donc j'ai continué à taper en cherchant l'objet que je n'ai jamais trouvé, mais j'en ai trouvé d'autres. Et vous continuez à chercher aujourd'hui cet objet? Et je crois qu'aujourd'hui, la curiosité, ma curiosité vient de ce moment-là. Enfin, je la mettrai de ce côté-là. C'est-à-dire cette énigme. Quand on dit à un enfant de 4 ans et demi, voilà, il y a un bloc de calcaire, tape dedans, il y a un objet à l'intérieur. Enfin, c'est la grande surprise, vous savez. Mais ce n'est pas la surprise en carton qu'on ouvre, comme est allé acheter à l'épicerie. C'est un bloc de pierre et on a des burins et on se fait mal. Et il faut donner un peu sa livre de chair, si je puis dire, pour aller chercher cet objet promis dans la parole du Père, mais que je n'ai jamais trouvé. En revanche, j'ai découvert d'autres choses. Oui.
Donc, n'est-on pas toujours à la recherche de l'objet, comme on dit en psychanalyse, hein, le sujet, désir, l'objet. Lacan l'écrit, S barré, poinçon, petit a. C'est la question du désir et de ce qui vient causer le désir. Voilà. Donc là, ça a causé mon désir curieux, si je puis dire. C'est ça, je dirais, mon enfance. Et après, je dirais pas après, et de manière concomitante, je suis passé de l'atelier du père, de l'établi du père, on y reviendra dans la question de l'écriture, et dans l'établissement d'un texte, établir, au bureau du grand-père dessinateur. Et donc je suis passé du burin, mais de manière concomitante, en faisant des allers-retours, toujours des va-et-vient, un battement. Je suis passé à l'encre de Chine, à la plume, au tire-ligne et à l'encrier noir. Et comment vous est venue cette vocation, ce métier en quelque sorte de psychanalyste? Est-ce que ça vient par rapport à sa propre vie? Ça vient par rapport à une vie témoin? Comment on devient psychanalyste? C'est une vocation? Ça vient d'une rencontre. Ça vient de plusieurs choses. Je dirais, ça vient d'une demande en souffrance et d'une rencontre. En 80, 81, alors que je faisais une formation, parce que j'ai eu plusieurs formations avant, j'ai fait une formation d'animateur socioculturel, j'ai une formation d'orthophoniste aussi, et dans un complément de formation universitaire qui a duré quand même 5 ans, j'ai fait la rencontre d'un psychanalyste. Et cette rencontre a été fondatrice, puisque ce qui était en souffrance chez moi a trouvé, je dirais, le lieu et la personne pour être adressé. Et c'est là que j'ai commencé mon analyse, qui a duré 25 ans, pas avec le même analyste. Il y a eu 3 tranches, on appelle des tranches d'analyse. Il y a eu 3 tranches dans mon analyse. Mais j'ai donc fait cette analyse de 25 ans en plusieurs temps. Et c'est cette rencontre avec l'analyste, à partir d'une souffrance, qui m'a permis en effet de rencontrer la psychanalyse. Psychanalyste, ce sont des mots en vrac que vous repassez au tamis, en quelque sorte, les mots des autres. Mais aussi pour vous, le tamis de l'écoute, de l'écriture, comment ça marche de tamiser les mots? Non pas de les tamiser dans la lumière, mais de faire tamis, c'est-à-dire de garder, non pas le meilleur, mais le plus important peut-être. Il faut bien voir dans quel domaine la parole opère, si c'est dans le cabinet du psychanalyste, c'est dans le cabinet, ou c'est dans ma rencontre et mon déplacement personnel vers les artistes. Alors, ce sont deux situations très différentes. On va commencer avec votre rôle d'écoutant, d'analyste en cabinet avec des patients. Le tamis, il est du côté de l'analysant. Oui. Et je dirais, la coupure, ou l'intervention, ou la scansion, ce qu'on appelle l'interprétation, elle est du côté de l'analyste. Mais une cure analytique, pour l'avoir vécu en tant qu'analysant, et être encore un analysant, je me considérerais toujours comme analysant. C'est-à-dire en mettant toujours au travail la question de ma propre parole et de ce qu'elle peut m'enseigner, de ce qu'il en est de mon inconscient. Ne serait-ce qu'à travers les achoppements, les dérapages de la parole, à travers mes rêves, à travers mes mots d'esprit et mes lapsus. Mais c'est vraiment l'analysant qui est au travail du tamis. C'est-à-dire qu'au fil des séances, au fil des années, il y a quelque chose qui s'épure. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre du blabla, ce qui est de l'ordre de la parole vide, passe vite dans une temporalité d'analyse, à la trappe. Et en effet, ce qui reste dans le tamis, est-ce que ça ne serait pas le silence?
Philippe Bourret, vous écrivez aussi beaucoup à partir à la fois de ce que vous avez entendu, sans du tout dévoiler bien sûr ce que vous avez entendu, mais ça vous nourrit. Est-ce que cette inspiration serait-elle moindre si vous n'étiez pas écoutant? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il y a certes les livres que j'écris à partir de mes rencontres avec les artistes, mais mon travail d'écriture a commencé dans ma formation de psychanalyste, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle une présentation de cas, par exemple. Oui. C'est-à-dire devant une assemblée de collègues, on va parler d'un patient ou d'un cas particulier, et donc cette parole que l'on a reçue, que l'on a entendue, elle passe déjà par un filtre. C'est-à-dire, je vais écrire quelque chose à partir de ce que mon patient m'a dit, et en présentant ce travail à d'autres, ce travail que je vais essayer d'articuler, c'est-à-dire que je vais essayer de rendre audible, sinon lisible, puisque les présentations de cas, lorsqu'on expose un cas à d'autres collègues, c'est oral. Bien sûr, c'est à partir d'un texte écrit. Mais qu'est-ce que je vais essayer de faire passer? Je vais essayer de faire passer quelque chose de l'enseignement de la psychanalyse, sachant qu'en effet, la psychanalyse n'est enseignée que par le patient. Freud l'a dit. Ce sont ces patientes hystériques qui lui ont appris la psychanalyse, qui lui ont dit à un moment donné « Taisez-vous, j'ai quelque chose à vous dire ». Et quand vous signez un livre, qui est l'auteur à ce moment-là? Moi. Vous. C'est incontestable. Pour moi, c'est incontestable. Oui. Pourquoi? Parce que j'écris le livre du début à la fin à partir de ce que j'ai entendu, de ce que l'autre m'a dit. Donc c'est un travail d'écriture. C'est ce qui fait dire à notre ami Werner Lambercy quelque chose qui est un fondement pour moi, parce que chaque fois que je rencontre un artiste, c'est un enseignement. C'est-à-dire chaque fois que je rencontre un artiste, je suis devant ce bloc de calcaire avec mon burin, ma massette, et je suppose qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui. Mais ce que dit Werner Lambercy, et que j'ai mis en exergue dans notre livre Ligne de fond, et je dis notre livre. Parce que je crois que Christina Botta aussi a fait les beaux médaillons. Oui, Christina Botta a fait les médaillons, les visages de Werner Lambercy et de moi-même. Oui. C'est une grande artiste italienne, grande dessinatrice et poète également. Oui. Voilà, je dis notre livre quand je parle de Werner Lambercy et de moi, et je dis c'est moi qui l'écris. Oui. C'est mon écriture, mais c'est notre livre. Parce que sans lui, je ne peux pas écrire. Mais c'est vous qui tenez la plume quand même. Me lire, dit-il, dans ton texte, revisiter, c'est ce que j'appelais établir un texte, établir un dialogue. Me lire dans ton texte revisité me paraît donc entendre parler un autre, écouter mon autre histoire. Et il ajoute, comment savoir qui parle de moi quand je parle et que tu m'écoutes? Et il avait rajouté, et que je lis ce que tu as écrit à partir de ce que tu as entendu. C'est extraordinaire, c'est toute une boucle en quelque sorte. Voilà. Donc c'est une réelle écriture et c'est un établissement du dialogue. C'est-à-dire j'établis toujours le dialogue à partir de mes notes, à partir d'enregistrements. J'écris le dialogue, je l'établis pour que ce qui m'a été offert par la parole et que j'ai entendu, je puisse le passer à d'autres en l'écrivant, tout en faisant entendre que ça m'a été dit, mais que je l'ai entendu ainsi. Mais c'est validé aussi par celui qui l'a dit, bien sûr. Voilà, donc c'est assez complexe, mais c'est un type d'écriture. Ce n'est pas écrire un roman, ce n'est pas écrire un essai, ce n'est pas écrire une poésie, c'est établir un dialogue qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est dit entre un poète, Werner Lambercy, et Philippe Bourret, un psychanalyste, pendant 4 ans et demi.
Qu'est-ce qui s'est dit? Eh bien, voilà, lecteur, tu peux venir t'asseoir à côté de nous et être en présence de ce dialogue que j'ai écrit à partir de ce que j'ai entendu qui m'a été dit. Et ça rejoint tout à fait les présentations de cas dans la formation de psychanalyste. Oui. C'est-à-dire, écoutez, chers collègues, ce que j'ai écrit à partir de ce que l'analysant m'a dit, que j'ai articulé et que je vous retransmets pour vous faire entendre quelque chose d'un savoir qu'il m'a transmis. Oui. On est dans la même transmission, dans la même configuration d'écriture. Alors, je passe à la souffrance. Il y a Jeanne Benhammer qui dit « La souffrance est une terre silencieuse ». Et vous, je vous ai vu souvent lire des poèmes sur des places comme ça, à haute voix. Est-ce pour ressortir cette souffrance, peut-être celle des autres, la vôtre, enfin, donner la voix, donner en quelque sorte des mots qui sortent à haute voix, a cappella presque, sur cette souffrance qu'on pourrait lui faire prendre l'air? Pourquoi vous lisez à haute voix? Alors moi je crois qu'on est plutôt du côté de la joie que de la souffrance. C'est une grande joie pour moi de lire dans la cité. C'est pas une souffrance du tout. Et c'est pas la souffrance de l'autre que vous transportez. De la souffrance de l'autre, qu'est-ce que je peux en entendre? Que le fait de lire en effet ces poèmes, qui ne sont pas toujours du côté de la souffrance d'ailleurs. Oui, non, bien sûr, il y a pas de la souffrance. Il y a une grande joie aussi dans l'écriture de la poésie, que je vis personnellement à partir de mes écrits, mais qui m'est aussi transmise par ceux et celles que je rencontre, par Claudine Bowie. Il y a quand même une joie du côté de l'écriture, mais il y a en effet quelque chose qui demande, qui vient faire usage de l'écriture pour dire aux autres. Parce que la poésie est adressée. La poésie est adressée. Il n'y a pas un poète qui écrit pour lui tout seul. C'est adressé. Que ce soit publié ou pas, c'est adressé à un autre. Lequel, on ne sait pas trop, mais c'est adressé. Je vais reprendre quelques titres de vos livres. Bien sûr, vous ajouterez s'il y en a. Mais je trouve que les titres sont en soi une piste, une écriture. Encre lacérée. Cet enfant sans mots qui te commence. Ligne de fond. Escapade. De si longtemps avant les mots. Je crois que c'est la poésie. La musique à bouche. Et un de vos premiers livres, si c'est le premier, Écrire, c'est vivre. Alors, vos titres, rapidement. Lequel? Allez. Encre lacérée. Encre lacérée, c'est un titre qui a été choisi avec Muriel Augry, puisqu'elle a écrit des textes à partir de mes encres. Et ce lacéré, en effet, on m'a toujours dit que mes encres étaient très aiguës, très vives, un peu comme des lames de rasoir. Oui, j'ai regardé, j'ai vu. Et je pense que lorsque Muriel Augry a proposé ce titre, c'est ça qu'elle a entendu. Oui. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'en effet, dans ces encres, il y avait en même temps une certaine douceur qui transparaît à certains moments, ne serait-ce que dans le mot éphéméride, ce côté féminin, qui n'est pas forcément que de la douceur d'ailleurs, qui est aussi du combat, de la lutte. C'est pour ça en effet que dans ces éphémérides, où on entend aussi le côté éphémère, éphéméride, éphéméride, il y a quelque chose de tranchant, de coupant, de très aigu et de très pénétrant. Et cette énigme du féminin qui a toujours été pour moi à la fois un sujet de travail pour le psychanalyste que je suis, la question du féminin. J'ai beaucoup travaillé sur la poésie courtoise des Bédouins, 1er et 2e siècle, poésie arabe, et qui est en même temps ce que Lacan a appelé la jouissance féminine, c'est-à-dire quelque chose qui échappe totalement et qui, dans l'après-coup de mes dessins, me revient au visage, si je puis dire. Voilà, puisque ce sont des visages, des éphémérides. Donc voilà, encre lacérée. Il y a dans le mot encre en effet cette onctuosité, et dans le lacéré quelque chose qui vient trancher, qui vient faire coupure. Comme on n'aura pas le temps de passer sur tous les livres, allez, lequel je reprends en deuxième? Écrire c'est vivre peut-être?
Oui. C'est votre... Écrire, c'est vivre. Pourquoi ce titre? C'est votre intime conviction. Je pourrais dire aussi que sculpter, c'est vivre. Oui. Dessiner, c'est vivre. C'est une intime conviction. Et les pièces à conviction, si je puis dire, ce sont les livres, ce sont les sculptures et ce sont les dessins. Ce sont les pièces à conviction, comme dirait Maître Pierrat, qu'on pourrait mettre sous la vitrine dans le tribunal et que l'huissier sort une par une pour donner au juré, avant d'aller délibérer, cette pièce à conviction qui peut influencer tout un verdict. Écrire, c'est vivre, c'est ça. C'est parce que c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Ces temps-ci, nous avons le mot liberté qui revient énormément. Comme toujours, toutes les périodes, mais peut-être plus âpre. Qu'est-ce que la liberté aujourd'hui, après cette pandémie, pendant cette pandémie, parce que ça n'est pas fini, qu'avons-nous appris du mot liberté? Moi, je dirais d'abord que la liberté, elle se mesure au rapport qu'on a avec son inconscient. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment jamais libre. L'inconscient est un maître. Donc, dans la mesure où on est soumis à ce maître, on n'est jamais libre. La liberté, elle est du côté du choix. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'en effet, en tant qu'analysant, j'ai eu cette possibilité merveilleuse que m'a offert la psychanalyse d'être à l'écoute de mon inconscient. J'ai immédiatement été mis dans la position d'avoir à faire des choix. Et je pense que la liberté, quel que soit le choix qu'on fait, c'est d'avoir la possibilité de choisir. Et on voit actuellement comment, avec l'affaire d'Afghanistan, le peuple n'a plus la possibilité de choisir. Comment, dans certains pays, des poètes, des écrivains, des journalistes, des blogueurs sont emprisonnés et sont donc privés de la liberté de choisir, de faire usage de leur art pour dire leurs pensées. Ça, c'est ce qui est important. Mais dans la mesure où nous avons un inconscient qui est le maître, sommes-nous vraiment libres? Lacan disait que le sujet le plus libre, c'est le psychotique. C'est fou. Il n'est pas entravé, il est beaucoup moins entravé que nous par les semblants. Oui. Les semblants nous privent de liberté, mais c'est en même temps ce qui fait civilisation. Donc faire civilisation, c'est consentir aussi à être privé de certaines libertés. Il faut en passer par là pour que ça fasse civilisation. Oui. On passe par le langage. C'est un consentement. Justement, dans vos interviews de personnes, des artistes qui ne sont pas analysés, parce que ce n'est pas du tout des patients. La plupart n'ont jamais rencontré d'analyste. Ou du moins, ce n'est pas les vôtres. À part Claudine Bowie, qui elle-même est psychanalyste. Alors, vous parlez de la rencontre. Vous dites que la rencontre, c'est une fulgurance. C'est un acte fulgurant. Qu'est-ce que la rencontre? Vous m'avez dit tout à l'heure que la rencontre, quand vous ne voyez pas quelqu'un, vous ne le connaissez pas, c'est déjà la rencontre d'un corps. C'est la rencontre d'un corps. Pour moi, le premier moment de la rencontre, c'est la rencontre avec le corps de l'autre. Oui. Pas forcément avec sa parole, avec son langage. C'est à quel corps parlant vais-je avoir affaire? Et c'est un point, je dirais, c'est un point d'inquiétante étrangeté de ne pas savoir encore à quel corps on a affaire. Même si nous sommes dans un monde d'images où on peut très très bien voir l'image de la personne que l'on va rencontrer, l'image du corps de la personne, ce n'est pas le corps parlant lorsqu'il passe le seuil et qu'il vient à notre rencontre. Et ça, je le vis beaucoup pour les livres que j'ai faits. C'est-à-dire quand j'ai rencontré Benoît Jacot, quand j'ai rencontré Marianne Medeiros, quand j'ai rencontré Werner Lambercy, quand j'ai rencontré Louise Lambrix. La rencontre, bien sûr on peut dire dans l'après-coup si ça a été une vraie rencontre. Mais la rencontre, c'est le moment où tout est possible, oui. Si je puis dire.
C'est-à-dire où on a un horizon qui s'ouvre et où là, en effet, il va peut-être y avoir des choix à faire. Et je dirais que la rencontre est un profond malentendu. Qu'elle soit dans le cabinet du psychanalyste ou un sujet en souffrance, en difficulté, s'adresse à un analyste. Je viens vous voir parce que je vais mal, et je vais si mal que je ne peux pas faire autrement que de venir vous en parler. Il y a là un supposé savoir, c'est-à-dire l'analysant, pas encore analysant, mais du moins le sujet qui vient voir l'analyste, suppose à l'analyste un savoir sur son mal, n'est-ce pas? Il lui suppose un savoir, que certainement l'analyste n'a pas. Mais c'est ça qui fait ce que l'on appelle le transfert. Oui. Lacan disait une chose très très précise, il disait « à partir du moment où je suppose à l'autre un savoir, je l'aime ». Donc le transfert se fait à cet instant. Dans mon travail avec les artistes, ça s'inverse. Oui. Il y a une rotation de ce dispositif, si je puis dire. C'est vous qui les aimez? Et c'est moi qui me déplace. Oui, c'est-à-dire c'est moi qui vais à la rencontre de l'artiste en lui supposant un savoir qui puisse éclairer certains points de la psychanalyse, ou du moins qui puisse aussi, je dirais presque, me donner de mes nouvelles. Comme... Hein? Ça, c'est Breton qui disait ça. C'est Breton qui disait ça. Ouais. Quand on va rencontrer quelqu'un, c'est pour lui demander de nos nouvelles. C'est très très beau cette inversion. Donc, ce que j'appelle moi la psychanalyse en expansion, il y a la psychanalyse en intention, ça c'est la cure analytique. Oui. Il y a la psychanalyse en extension, c'est le lien de la psychanalyse avec les sciences qui lui sont affines. La philosophie, la linguistique, l'anthropologie, etc. Mon travail, je l'appelle la psychanalyse en expansion. C'est-à-dire le psychanalyste qui va dans la cité, qui est dans la cité, mais qui se déplace dans la cité, et qui va rencontrer un autre sujet qu'on appelle artiste, qui lui suppose un savoir, et qui va à sa rencontre. Donc vous voyez, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est moi qui suppose un savoir à l'artiste. Et au bout d'un moment, en effet, quand il y a vraiment une rencontre, ça s'inverse. Parce que du côté de l'artiste, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce psychanalyste, à venir me rencontrer ? Voilà. Mais le transfert est toujours présent. C'est le transfert qui est le moteur du travail, que ce soit dans la cure analytique ou que ce soit dans la rencontre dans la cité. Et c'est pour ça que je disais que c'est un malentendu, parce qu'on voit bien que le savoir supposé n'est jamais le savoir qui va être soit élaboré, soit articulé, soit exposé à l'autre. Donc on revient à ce morceau de granit, il faut taper pour trouver. Là, c'était le grand malentendu, puisque l'objet promis n'a jamais été trouvé, mais permet de trouver d'autres choses bien, je dirais, très précieuses. Et c'est ça la curiosité. C'est ça qui... voilà, la liberté, pour moi, c'est d'avoir gardé et de conserver, à entretenir chaque jour, ma question de la curiosité. Voilà. Ça, c'est une liberté. C'est une vie augmentée, la Tant qu'un sujet reste curieux du monde dans lequel il est et des êtres qu'il rencontre, c'est une liberté. Oui, c'est une liberté. Et je pense que la psychanalyse, le lieu de la psychanalyse est un lieu de liberté, profondément. On peut aller voir un analyste quand on le décide. C'est encore une liberté que nous avons. Cette curiosité d'en savoir quelque chose sur ce qui nous anime ou sur ce qui nous fait souffrir. Mais il faut que ça soit adressé à l'autre. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en effet le transfert, c'est-à-dire qu'il y ait un savoir qui est supposé à l'autre pour que puisse se mettre en place ce que j'appellerais une vraie rencontre, parce que les cures analytiques sont des vraies rencontres. Quand une cure dure longtemps, c'est une vraie rencontre. Philippe Boré, nous allons rapidement jouer au jeu des mots et des réponses, très rapidement. Psy, si je dis psy. Spi. Spi, c'est une grande voile. Je m'amuse. Mais le spi, hein, dans un bateau, c'est cette énorme voile qui, lorsqu'on est par vent arrière, vous ouvre un horizon. Alors, je le prends un peu sous la forme de la boutade, mais psy, oui, c'est ce qui
a orienté ma vie et c'est ce qui m'a permis de faire mes choix d'homme, aussi bien mes choix amoureux que mes choix professionnels, que mes choix artistiques. Et c'est ce qui me permet de prendre des positions dans ma vie de citoyen. Voilà, psy. Je mettrais Poète, ça ressemble à ce moment-là. Poète, c'est d'abord la rencontre avec les autres poètes. C'est la rencontre avec des écritures qui, lorsque je les dis, parce qu'il est important pour moi de dire les poèmes que je lis, il est important pour moi que j'essaie de voir si je suis capable d'accueillir les mots dans mon corps, donc de les dire, de les voiser, si je puis dire. C'est la rencontre avec les poètes. Poésie, c'est la rencontre avec les poètes. Et je serai toujours du côté de ce malentendu générateur de désir, c'est-à-dire que le poète ouvre sur l'équivoque, ouvre sur les possibles. Je dirais c'est le contraire du discours de la consommation. Train, vous prenez beaucoup de trains. C'est aussi aller à la rencontre. Train, c'est aussi le train-train. Oui. On se lève le matin. C'est assez anesthésiant d'ailleurs. On va ça travailler. fait du bien parfois, non? L'ordinaire des Et jours. ça vient en effet sur le ring avec la curiosité, parce que la curiosité, elle est ce qui va lutter contre le train-train, justement. Mais nous avons tous besoin, en effet, d'un certain rituel de vie, et pourquoi pas, train-train, c'est aussi la cure analytique, c'est la séance. Ce sont les séances qui se succèdent. C'est le train-train sur 25 ans. Mais le train-train qui est la succession, il y a aussi train qui est la séance, si je puis dire. Et la séance est toujours surprenante, unique, mais elle est scandée par une certaine répétition, mais elle n'est jamais la même. Elle n'est jamais la même. Et elle est toujours surprenante. Ce qui fait on qu'on y continue, revient. guérir. La psychanalyse n'a pas la prétention de guérir qui que ce soit. Rechuter. Rechuter. Ouais, ça fait écho à des souvenirs d'enfance, ça. Rechuter, on rechute toujours, on s'abîme toujours les genoux. C'est pas mal de rechuter. Voilà. C'est pas mal de rechuter. Parce qu'on peut parfois se satisfaire d'avoir le pas sur une marche régulière. Non, il faut de temps en temps buter sur le pavé et tomber, rechuter, être à genoux, se relever. Non, c'est important la rechute. L'amour. Ça vous rappelle la question du désir. L'amour, quand un psy est amoureux, est-ce qu'il est dans l'amour comme tout le monde ou est-ce qu'il est quelque part en train d'analyser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Être amoureux, c'est... C'est être un homme tout simplement, sans métier, sans rien. C'est un sentiment. Voilà, être amoureux, c'est impalpable. C'est qu'on soit psy, qu'on soit autre chose, quelqu'un d'autre. La question de l'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question aussi de ce malentendu, c'est-à-dire faire avec ce malentendu qui fait qu'un être avec un autre vont continuer à poursuivre une aventure tout en sachant que la question n'est pas de se comprendre. Se rencontrer peut-être. La question est peut-être de faire un bout de chemin ensemble et de pouvoir partager ses doutes, ses inquiétudes, ses joies également, mais surtout pas se comprendre, oh là là. Votre rêve fou? Ne pas avoir de rêve fou. Votre peur phobique, ne pas avoir de rêve. Ne pas avoir de rêve fou. Fou. Des rêves, oui, puisque c'est quand même la voie royale. Bien sûr. C'est la voie royale qui mène à l'inconscient, le rêve. Mais ne pas avoir de rêve fou. C'est-à-dire que je ne me... Comme disait Breton, j'ai cessé de me désirer ailleurs. Je désire ce que je fais à l'instant même où je le fais.
C'est-à-dire, je ne désire pas ce que je pourrais faire ou l'objet que je voudrais. Je n'ai pas des désirs ailleurs. J'ai le désir de l'ici et maintenant dans ce que je suis en train de faire. Là, voilà. J'ai ce désir-là. Mais pas d'autres désirs. Un psy chez le psy, parce que vous êtes aussi, vous allez chez le psy faire Oui. une analyse vous-même. Oui, parce que je suis en contrôle. Une analyse, voilà. Quand on est Est-ce qu'on psychanalyste, lâche vraiment on va rencontrer prise souvent, le plus souvent, et c'est souhaitable, un autre psychanalyste pour lui adresser ses propres questionnements sur les analysants que l'on rencontre. Mais généralement, vous savez, la séance de contrôle, enfin du moins avec l'analyste que je rencontre, est traitée comme une séance d'analyse. Oui. C'est-à-dire qu'elle est avec ses impromptus, avec, pour moi, souvent le fait de, juste avant de franchir la porte, je ne sais vraiment pas de quoi je vais parler. Oui. Vais-je parler d'un patient que je rencontre ou vais-je avoir une idée qui va me venir comme ça et puis je vais en parler. Donc, tout le temps, je suis un analysant. Je suis, pour moi, le psychanalyste est un éternel analysant. Et il s'avère qu'en effet, à certains moments, il occupe une position qui est le fruit de son travail à la fois d'analysant et de sa formation d'analyste. Il peut occuper la position d'analyste, qui est une position très particulière, de direction de cure, mais il est toujours un analysant. Enfin, en ce qui me concerne, je suis toujours un analysant, et c'est très lié à la question de la curiosité. C'est-à-dire à ce mot, à cette pensée, à ce rêve, à ce lapsus qui va venir me faire rechuter. Je dirais rechuter dans l'inconscient. Parce que les productions de l'inconscient, ce sont que des pavés qui sont sur notre route et puis sur lesquels on bute. Et on rechute. Mais c'est bon de rechuter. Je resterai des heures à vous écouter, mais hélas, le temps nous manque. Mais par contre, je voudrais vous poser encore 2 questions. Qu'est-ce qui continue à vous brûler le regard? Parce que vous écrivez ce qui nous brûle la vue. Il y a quelque chose qui brûle, sans que ce soit vraiment physique, bien sûr. Ce qui continue à me brûler le regard, c'est le trou qu'il y a dans le langage. C'est-à-dire, c'est impossible à dire, ce trou qu'on retrouve aussi dans les œuvres d'art, c'est-à-dire ça me regarde, ce tableau me regarde, et il ne me regarde pas de là où il représente quelque chose, il me regarde de là où il est troué. Il ne me regarde pas du côté du sens de ce qu'il est en train de décrire, mais il me regarde de là où il est troué. J'ai un souvenir, je suis revenu à l'Institut du monde arabe, j'avais visité, quand c'était l'exposition Pharaon, oui. J'étais passé devant la statue d'Akhénaton, je m'étais arrêté, et je me suis dit, quand je me suis arrêté, il faut que je revienne, que pour Akhénaton. Et je suis revenu, je suis resté 1h30 assis, face à Akhénaton. Parce qu'il y a dans cette statue un point d'énigme qui me regardait et qui a happé mon regard pendant 1h30 sans jamais que je sache vraiment de quoi il s'agissait. Je pense que c'est la caractéristique d'une grande œuvre d'art, c'est-à-dire le fait que l'on puisse être devant, bousculé, envahi par une inquiétante étrangeté sans savoir vraiment ce qui vient nous toucher, mais quelque chose qui nous regarde dans ce point de nous-mêmes qui est obscur, si je puis dire. Voilà. Nous sommes à la fin, hélas. Il faut toujours lutter contre l'éblouissement, toujours être vigilant, parce qu'on a beaucoup de choses dans le monde actuel qui tentent de nous éblouir. Et il y a ce très beau poème de Nerval qui s'appelle « La tache noire », je crois, oui. Sur seul l'aigle peut regarder le soleil en face, enfin quelque chose comme ça. Mais il dit lui-même qu'après avoir regardé le soleil en face, il reste toujours dans son regard une tache noire indélébile. Donc il faut éviter l'éblouissement, il ne faut pas se laisser tenter par l'éblouissement. Toujours maintenir la place pour la tache noire, pour la tache noire de l'obscur. Voilà. Philippe Bourré, nous sommes à la fin, hélas. Mais qu'est-ce que vous allez nous offrir à la fin? Une chanson,
une part de poème. Oh, une chanson, je ne voudrais pas trop vous asséner une chanson. J'aime bien chanter, je chante régulièrement, poème, mais j'aime bien dire aussi, donc oui. Je vais vous dire peut-être 2 poèmes. Je vais vous lire un des miens et puis je finirai par un poème de Werner Lambercy parce que c'est un homme qui compte beaucoup dans ma vie. C'est une vraie et belle rencontre qui a changé ma vie, comme la rencontre avec Louise Lambrix pour notre livre Escapade a changé mes choix dans la vie. Enfin, du moins, m'y a fait réfléchir. Et donc Werner Lambercy est quelqu'un qui compte beaucoup. Alors je ne vais pas vous chanter une chanson, je vais vous lire un de mes textes. Oui. Qui est dans De si longtemps avant les mots, qui est une conversation poétique avec Marie-Philippe Deloche, où on s'est répondu. Donc je vous lis un de mes textes. Ligne filamenteuse sur la terre blafarde, qui s'ouvre les veines au scalpel devant. Trancher la chair humaine quand le désir se perd entre les cuisses du diable. Là, posée, la 27e lettre, là, qui s'écrit seule, sans moi, à la virgule près, et vise le point fractal de la décadence programmée d'avant le choc. La voix du rocher a perdu ses bijoux d'humeur sombre. Elle dit la vie maladroite et la ride qui plonge ses doigts dans la chair palpitante de l'encore vivant. Au burin, acier trempé de larmes et de beauté, le miroir sans teint extrait de l'os la poussière du temps et disperse la cendre des crimes à peine éclos. Merci. Et je terminerai avec un très bref texte de Werner Lambercy qui est un hymne à la poésie. C'est vite dit, un poème, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors on dit, c'est un poème. Vite, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est extraordinaire, extraordinaire. Philippe Boret, merci beaucoup. Merci Jeanne Orion d'avoir accepté cette invitation de m'avoir accueilli. De l'Escale de Jeanne. C'est un bonheur. Nous sommes donc au Café de la Contrescarpe que nous remercions aussi. Il y a un peu de bruit d'un moteur, mais ce n'est pas grave, c'est un bruit de vie. Nous sommes dans la cité. Voilà, Jeanne. Nous sommes dans la cité, bien vivants, curieux. C'était très agréable de vous recevoir. En même temps, j'ai appris beaucoup de choses, comme ceux qui vont vous écouter aussi. Philippe Boret, merci encore. Nous allons finir cette Escale de Jeanne avec le générique musique de Alain Ouaron. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, nous verrons vos livres et tout le reste. Merci Jeanne. Merci.